L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actus. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Jérôme Dezobry. Il est venu nous parler du projet de canal Seine-Nord-Europe. Monsieur Dezobry, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Je suis le président du directoire associé du canal. Associé du canal, c'est un établissement public local qui a pour mission de construire le canal Seine-Nord-Europe, une infrastructure de décarbonation des transports entre Compiègne et le nord de la France. Et donc, j'ai l'honneur de présider le directoire sous la conduite du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est un organe collectif puisqu'il associe l'État, les collectivités qui financent, la région Hauts-de-France, les 4 départements du Nord-Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, ainsi que l'Europe. C'est ça aussi la caractéristique principale de ce projet, c'est qu'il est porté, financé et vu par l'Europe dans le cadre de la décarbonation des transports. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de canal Seine-Nord ? C'est un projet de transport fluvial. Pourquoi ? Le transport fluvial, il a beaucoup d'intérêts. Et son intérêt principal, c'est que c'est un mode de transport fiable, sûr, et en plus qui émet très peu de gaz à effet de serre, de 4 à 5 fois moins à la tonne transportée que le transport routier. Par contre, ce transport, comme c'est un transport à grand gabarit, et pour qu'il soit compétitif, il faut un grand gabarit. Et donc, il faut des voies fluviales à grand gabarit. C'est-à-dire que les péniches, elles ne peuvent pas passer sur une petite route départementale. Il faut des routes assez larges. Et donc, il faut pouvoir avoir des voies fluviales qui permettent de relier les différents ports et territoires avec un gabarit suffisant. Le problème, c'est qu'entre le bassin de la Seine au sud et le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique, il n'y a pas aujourd'hui de canal à grand gabarit. C'est comme si on avait une autoroute qui d'un coup s'arrêtait sur une petite route et après revenait sur une autoroute entre le sud et le nord. Donc l'idée de l'Europe, puis ensuite de l'ensemble des acteurs, c'est de créer un grand réseau fluvial à grand gabarit, cohérent, qui va permettre donc d'assurer un transport fiable, sûr et décarboné sur l'ensemble du territoire concerné. On va faire un petit peu de géographie si vous le voulez bien. Par où précisément passe le canal ? Pourquoi ? Et comment est-ce que le tracé a été choisi ? Il relie Compiègne, dans l'Oise, à Auban-Chalaubac, qui est une ville entre Cambrai et Douai. Et donc, c'est un nouveau canal de 107 km qui va être créé. Alors, pourquoi ce tracé ? Parce qu'en fait, jusqu'à Compiègne, l'Oise est déjà à grand gabarit. Au nord d'Auban-Chalaubac, c'est déjà aussi un grand gabarit. Donc, il fallait faire sauter ce goulet d'étranglement entre les deux. Alors, le choix du tracé a fait l'objet d'énormément de concertations, de dialogues. Et d'ailleurs, dans les années 2015, il a été changé. Il a été optimisé pour notamment en réduire le coût, mais aussi en optimiser le fonctionnement. Et donc, dans la partie nord, il y a eu des modifications qui ont aussi induit des délais d'études supplémentaires. Donc, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de créer un réseau fluvial à grand gabarit entre Le Havre, Paris, Dunkerque et les ports maritimes du nord de l'Europe, grâce à ce chaînon manquant qui se situe entre l'Oise et le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu plus de précision sur le processus de choix du tracé ? Qui était impliqué ? Comment est-ce qu'ils étaient impliqués ? Quels facteurs étaient pris en compte ? En fait, le tracé est choisi à plusieurs échelles. Alors déjà, on a un peu repris l'expérience de nos prédécesseurs. Il faut savoir qu'entre le sud et le nord, il y a déjà des canaux qui existent, le canal de Saint-Quentin, le canal du Nord. Et déjà, l'idée de nos prédécesseurs, c'était de créer des réseaux à grand gabarit à l'époque. Donc à l'époque, c'était des péniches de 300 tonnes jusqu'à 800 tonnes. Alors ces canaux ont des difficultés, et ils ont été conçus en leur temps, sans tenir compte des impératifs environnementaux dont on tient compte aujourd'hui. L'idée a été, pour créer un nouveau canal grand gabarit, de revoir un tracé qui a eu moins d'impacts environnementaux, globalement,
et aussi mieux intégrer localement un genre de travail de dentelle avec les territoires. Deux exemples. Pour mieux être intégré par rapport à l'environnement, il a été décidé que le canal passerait au-dessus de la vallée de la Somme par un pont-canal, ce qui a déjà été fait ailleurs, hein, y compris en France. Le pont-canal sera important, alors que nos prédécesseurs passaient dans la vallée de la Somme. En soi, ce pont-canal, c'est une mesure d'évitement des impacts sur la faune et la flore et sur l'eau. Deuxième exemple, ce travail de dentelle, on a travaillé avec les territoires, puisqu'une fois que le tracé est précisément défini, il y a toujours des optimisations, que ce soit pour le positionnement d'un pont, que ce soit pour le positionnement d'une annexe hydraulique, c'est-à-dire ces équipements qui vont permettre aux poissons de se reproduire en bordure de canal, que ce soit pour des sentiers de randonnée. Donc tout ça a été fait avec les intercommunautés, les communes, les départements, la région, de façon à tenir compte au mieux et au plus fin de la réalité des territoires. Alors, à quoi va servir le canal et qui est-ce qui va l'utiliser? Un canal, une infrastructure fluviale, c'est une infrastructure assez particulière parce qu'elle sert principalement au fret. D'accord? C'est d'abord du transport de fret, mais c'est aussi la possibilité de faire de la plaisance, du tourisme et des croisières. Et c'est enfin également la possibilité de se balader à côté le dimanche. On se balade rarement le long d'une autoroute pour la balade du dimanche, mais ça arrive souvent d'aller le long d'un canal. Alors, dans ces trois dimensions, la dimension principale, c'est en effet le transport de fret. L'idée, c'est d'avoir un report modal de la route vers le fluvial pour avoir un transport décarboné. Quelles marchandises vont être transportées? Essentiellement d'abord des marchandises qu'on appelle des pondéreux, que ce soit des matériaux de construction, du sable euh, notamment, mais aussi du ciment, bon, toutes les matériaux de construction possibles, et aussi beaucoup des céréales, puisque les territoires traversés sont des terres riches qui produisent de manière importante. Ça permet d'avoir des trafics. On a des exemples concrets, par exemple, de silos qui transportent des céréales vers des usines de transformation en Belgique ou vice-versa. D'accord? Donc, l'idée, c'est bien d'abord de pouvoir transporter toutes ces marchandises pondéreuses plutôt par la voie fluviale que par la route. Deuxième usage, c'est aussi un lieu, et on a beaucoup de demandes là-dessus, de tourisme, que ce soit pour de la plaisance, mais aussi de la croisière. En effet, on a la chance d'avoir un territoire et une région exceptionnelle. On peut imaginer des croisières qui partent de la Seine, qui viennent sur Compiègne, visiter les lieux exceptionnels de Compiègne, que ce soit le château de Pierrefonds de Compiègne ou bien la Clairière de l'Armistice, remonter vers le tourisme de mémoire de la Somme, aller ensuite dans la région Nord-Pas-de-Calais à Lille et terminer en Belgique. Donc, c'est des demandes, c'est déjà des produits extrêmement intéressants et qui permettent en fait d'irriguer le territoire. Et donc, troisième dimension, c'est toute la vie autour du canal. Et donc, on a travaillé au plus finement avec les territoires pour définir les pistes cyclables, puisqu'on pourra avoir des véloroutes le long du canal, que ce soit des chemins de randonnée. Et dans cette dimension-là, il y a un point très important, c'est que les mesures compensatoires que l'on fait pour compenser les impacts dans l'environnement, ces aménagements environnementaux, on a souhaité qu'ils puissent être ouverts au public de façon à ce qu'on puisse s'y balader et découvrir la biodiversité qui s'y développe. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux le projet, j'aimerais vous demander un petit peu des dates précises de début, des dates prévues de fin, histoire qu'on se représente un petit peu mieux l'envergure temporelle aussi du projet. Déjà, quand on parle de date, il faut aussi parler de périmètre, parce qu'en fait, l'Europe a pris une décision en 2019, qu'on appelle la décision d'exécution du réseau Seine-Esco, qui a défini à la fois le périmètre géographique de l'ensemble du projet et les dates. En termes de périmètre géographique, l'Europe a bien fixé un périmètre cohérent global. C'est pas que le canal, c'est tout un réseau entre Le Havre, Dunkerque, Anvers, Gand, la frontière belge, de façon à ce que l'ensemble du réseau soit cohérent en termes de gabarit. Elle a aussi fixé des dates, et donc elle a aussi noté que les premiers travaux ont commencé il y a déjà de longue date, puisque les premiers travaux ont commencé en 2014 sur le réseau fluvial, que ce soit en Belgique ou en France, par des rénovations d'écluses, par l'extension de certains endroits de courbes qui étaient difficiles sur le réseau, des relèvements de ponts.
Et pour le canal lui-même, donc le tronçon central, les premiers travaux ont commencé dès 2017 par ce qu'on appelle des mesures compensatoires ou des aménagements environnementaux. On a commencé par planter des arbres, créer des mares, notamment à Bienville dans l'Oise, de façon à démontrer la reprise, puis aussi à anticiper les pertes en termes d'impact. Le chantier lui-même, les travaux publics, ont commencé une fois qu'on a eu l'autorisation environnementale. Donc en 2021, les premiers travaux de giratoire, de quais travaux, ces quais qui vont être utilisés pour approvisionner le chantier par voie fluviale. Et puis en 2022, on a commencé les premiers ouvrages du canal, les premiers ponts dans l'Oise. On a aussi dévié une rivière en partie pour faire la place au canal et rendre les choses cohérentes. Tout ça dans le cadre strict des règles environnementales. Et donc l'objectif de l'ensemble de ces travaux, c'est d'être prêt au rendez-vous fixé par l'Europe dans cette décision d'exécution, qui est d'avoir un grand réseau à grand gabarit pour la décarbonation des transports en 2030. Et donc, on est tous mobilisés pour respecter cette échéance. Maintenant, j'aimerais quand même savoir combien est-ce que ça va coûter tout ça et puis qui est-ce qui le finance? Je vais parler du canal Seine-Europe, pas de tout le réseau Seine-Escaut, vraiment du maillon central, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, déjà, coût et rentabilité. Donc, la réglementation est très claire et très transparente. Elle impose à tous les maîtres d'ouvrage à rédiger une étude socio-économique qui montre la rentabilité globale du projet. Cette étude socio-économique est un des éléments des dossiers qui sont mis en enquête publique. Concrètement, ce projet, cette étude socio-économique a démontré que pour ce projet, on allait pouvoir éviter, juste sur le périmètre de la France, 1 million de de poids lourds par an grâce au report modal et grâce aux dispositions qui étaient prévues. Point important, cette étude socio-économique, elle est faite non pas à l'échelle du canal, mais bien à l'échelle de l'ensemble du réseau Seine-Escaut, y compris avec les partenaires wallons et flamands et Voies navigables de France, pour bien avoir un périmètre global d'études. Le financement, il a fait l'objet d'une convention de financement et de réalisation. Premier partenaire, l'Europe. L'Europe qui, via une décision, a confirmé, en 2019, a confirmé son appui du projet. L'Europe est prête à financer jusqu'à 50% du projet et elle nous a déjà versé des subventions extrêmement importantes, toujours dans cette idée de décarbonation des transports et de relier les peuples par les transports. Deuxième financeur, le Collège des collectivités, donc puisque la région Hauts-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et aussi la région Île-de-France, qui va bénéficier de la liaison nouvellement créée entre le nord de l'Europe et la région Île-de-France, finance ce projet et l'ensemble y finance à hauteur de 1,1 milliard d'euros ce projet. L'État finance à la même hauteur, 1,1 milliard d'euros ce projet. Et enfin, il y a un emprunt de bouclage qui sera versé, qui sera prélevé à la fin du chantier. Et donc, le coût estimé global est de 5,118 milliards. Bien évidemment, ce coût a été fixé en 2019. La convention de financement prévoit une réévaluation du coût qui est en cours en raison de l'inflation. Alors maintenant, j'aimerais qu'on discute un petit peu de l'impact concret du projet sur le territoire. Donc, quelles sont les retombées territoriales du projet? Comment est-ce que le chantier de canal Seine-Nord-Europe va apporter de la vitalité au territoire qu'il traverse? Pendant le chantier, on a organisé avec les territoires, avec les acteurs institutionnels, une démarche qu'on appelle la démarche grand chantier. Cette démarche, elle vise à tirer le maximum d'opportunités du projet pour les territoires. Je vais juste donner deux exemples parce qu'il y a énormément de démarches qui ont été engagées dans ce cadre-là. Le premier exemple, c'est un dispositif qu'on appelle Canal solidaire. Ce dispositif Canal solidaire, il a été fait avec 6 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, l'Aisne et le Val d'Oise. Et ce dispositif, il vise à accompagner le projet pour renforcer l'efficacité de ce qu'on appelle les clauses d'insertion. Les clauses d'insertion, ce sont des clauses qu'on met dans les marchés de travaux notamment, mais nous aussi on l'a fait aussi dès les marchés d'études, ce qui est un peu original, c'est que c'est comme si quand on construit sa maison, on prend un architecte et on va demander à l'architecte, je veux que vous recrutiez des personnes au chômage, au RSA, des jeunes en apprentissage. Donc ce dispositif Canal Solidaire, voilà, il met en place des clauses d'insertion avec nous, il va chercher les candidats, ce qui n'est pas toujours facile, et il va accompagner ces candidats pour leur donner le maximum de chances de réussir
dans les entreprises qui ensuite étudient et construisent le chantier. Aujourd'hui, depuis 2018, c'est 130 personnes qui sont passées dans ce dispositif. Et dans ces 130 personnes, il y en a plus de la moitié qui ont retrouvé un emploi pérenne, que ce soit encore dans les entreprises du chantier ou sur le chantier ou ailleurs. On a remis le pied à l'étrier. Alors, c'est un très beau succès. C'est une utilité du projet, réussi aussi grâce à l'accompagnement des départements. Deuxième exemple de cette démarche grand chantier, c'est Canal Emploi. Canal Emploi, là, notre partenaire, c'est Pôle Emploi. Alors, on parle beaucoup du projet sur les territoires et donc des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui travaillent dans le BTP souhaitent travailler au projet. Ils vont voir les référents Pôle Emploi. Les référents Pôle Emploi, ils font beaucoup de travail et ils recrutent plein de profils différents pour plein de besoins différents. Donc, pour les accompagner, on a fait un document qui s'appelle le kit des compétences avec la Fédération régionale des travaux publics qui permet à tous les référents de Pôle Emploi d'orienter les demandeurs d'emploi vers les métiers d'un grand projet comme le canal Seine-Nord Europe pour qu'ils puissent se former. Voilà, donc deux exemples de ces démarches dans le chantier, des retombées locales sur les territoires pendant le chantier. Après le chantier, qu'est-ce qui va se passer et comment on peut avoir des retombées locales? Déjà, l'idée, c'était de ne pas créer une autoroute qui ne s'arrêterait pas localement. Et donc la région, les intercommunalités, ont développé 4 ports intérieurs le long du canal qui vont permettre d'avoir des points de connexion avec le territoire pour les trafics aller et retour. Donc ces 4 ports sont situés à Noyon, dans l'Oise, à Nesle, dans la Somme, à Péronne, donc au centre du projet, et à Cambrai-Marquion, tout au nord, près du croisement de deux autoroutes, la 2 et la 26. Et puis encore une fois, très concrètement, comment est-ce que vous impliquez les territoires, les collectivités locales dans le projet à toutes les étapes? Deux niveaux. Premier niveau, la gouvernance de la Société du Canal elle-même. C'est assez unique, mais pour la première fois, un grand projet est mené par les collectivités locales. Puisque le conseil de surveillance, la majorité des collectivités locales, la région et les 4 départements qui financent, et c'est un établissement public local qui mène ce projet, alors que jusqu'ici, les grands projets, c'était des établissements publics de l'État. Alors l'État est toujours très présent, partenaire du projet, comme l'Europe. Donc déjà une gouvernance qui veille en fait aux retombées locales et à l'intégration dans le territoire. Donc ça, c'est la gouvernance elle-même du projet. Après, sur la façon dont le projet a été conduit, sous l'impulsion du Conseil de surveillance et sous sa demande, on a veillé à être le plus présent possible au plus près du projet. Donc déjà dans la phase d'étude et de conception, on a fait énormément de réunions publiques, mais aussi dans des aspects, dans des endroits un peu plus difficiles, où il est difficile de passer, où il n'y a pas beaucoup de place, où il y a beaucoup d'enjeux. On a fait, et c'est plus inédit pour un grand projet, des démarches participatives, des démarches de co-construction. On dit, bah oui, le projet passe là, mais où est-ce qu'on va passer l'ouvrage, le pont, où est-ce qu'il est le plus pratique pour vous, comment on peut faire les aménagements en termes paysagers, comment on peut faire sur les aménagements environnementaux, comment on va gérer tout ça. Donc il y a eu des démarches participatives qui ont été construites et menées. On le fait aussi avec plein de modes différents de dialogue avec le territoire. On a eu des démarches de présence dans les mairies, des permanences dans toutes les mairies du tracé, d'ailleurs souvent avec des jeunes, parce que les infrastructures de décarbonation, on les fait pour les générations futures. Un canal, ça se construit pour plusieurs dizaines d'années, voire le siècle. On a fait des permanences sur les marchés, dans les fêtes importantes, et depuis maintenant plus de 2 ans, à chaque été, on fait des randonnées du canal sur le tracé pour écouter les personnes du territoire, pour leur expliquer le tracé tel qu'il est prévu, et puis aussi qu'ils nous remontent éventuellement des points d'attention et des points de territoire. Donc un grand projet, ça se fait au plus près du territoire, avec les riverains concernés, les communes, les intercommunalités, les départements, et c'est énormément, énormément de dialogue. J'ai une question qui est un petit peu plus personnelle peut-être. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qui continue peut-être à vous marquer dans ce projet? J'en citerai deux qui m'ont marqué, en fait. Bon, déjà, enfin, la première, c'est les bénéficiaires des clauses d'insertion. J'ai en tête une jeune géomètre qui a été embauchée dans un de nos contrats qu'on a avec des géomètres
dans le cadre des clauses d'insertion du dispositif Canal Solidaire, qui a dit, mais moi, je ne pensais pas pouvoir travailler un grand projet. Je n'ai pas été fait pour ça. Et finalement, ça a changé ma vie. J'ai appris plein de choses. Euh, j'ai pu redévelopper un projet professionnel. J'ai pu rester sur place. Donc, voilà, donc tous ces bénéficiaires des clauses d'insertion, c'est souvent des gens à qui on redonne une chance, qu'il faut donner sa chance à chacun. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Deuxième chose, un autre exemple, toujours dans la démarche grand chantier, sur le chantier en cours là, des ponts, on doit faire des grandes poutres en acier et il faut contrôler les soudures. Donc il faut une entreprise de contrôle extérieur. Et grâce à notre partenaire, qui est la CCI Hauts-de-France, qui a été démarché les entreprises locales pour dire, vous savez, vous pouvez aussi répondre au marché des grands projets, vous avez une chance. Alors, nous, bien entendu, c'est de l'argent public, il y a un principe d'égalité de traitement, mais il se trouve que sur ce cas, de ce contrôle de soudure, c'est une entreprise de Roubaix, dans le Nord, qui a réussi à décrocher le marché, qui elle-même n'y croyait pas. C'est pas possible, moi je ne peux pas candidater. Et pourtant, si, mais si, essayez, tout le monde sera traité pareil. Et donc, le chef d'entreprise, il a pu développer son expertise, développer son équipe. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment en termes, pendant le chantier, des rencontres marquantes de personnes qui disent, mais c'était pas pour moi, et finalement, ça va pouvoir le faire. Alors, plus largement, peut-être plus personnellement, moi je suis originaire du Nord, et l'histoire des canaux, elle est assez liée à l'histoire de cette région et à l'histoire de beaucoup de gens du Nord et des Hauts-de-France en général. En effet, il y a déjà eu, à chaque tournant de siècle, curieusement, il y a eu des nouveaux canaux dans la région, le canal de Saint-Quentin, le canal du Nord, et ça a toujours correspondu à une réflexion nouvelle de développement industriel, de développement économique et de développement social de la région. Donc faire ce nouveau canal, là finalement c'est une aventure humaine avant tout, une aventure de l'équipe de la Société du Canal. C'est 80 personnes maintenant qui travaillent pour ça. C'est 80 personnes qui aussi se rappellent notre histoire de notre région, qui s'est vraiment construit sur le réseau fluvial et puis sur le transport et sur l'industrie, tout en respectant les territoires et tout en respectant l'environnement. Et dans la continuité de cette question, est-ce que vous avez des histoires humaines, pas forcément des anecdotes, mais peut-être des rencontres, où vous vous rendez vraiment compte de l'impact du projet sur les personnes? Il y a souvent des histoires avec les bateliers qui disent ah enfin on le fait. Enfin, on recroit au fluvial, puisque en effet, souvent le fluvial a été vu comme un mode de transport du passé, d'accord, alors qu'en fait, c'est vraiment un mode de transport de l'avenir, puisqu'il répond à des enjeux de fiabilité, de sécurité et de décarbonation. Donc, j'ai en tête en effet des rencontres avec des bateliers à la fête de la batellerie de Longueuil-Annel, près d'ici, près de Compiègne. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de l'impact environnemental, parce qu'évidemment, c'est une dimension très importante, surtout pour un chantier de cette envergure. Alors vous, est-ce que vous travaillez avec des écologues, par exemple? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites pour réduire au maximum l'impact négatif du projet? On a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'écologues. Puisque et c'est toujours extrêmement instructif, et puis c'est une priorité de la Société du Canal. La sécurité des chantiers, le respect de l'environnement, c'est deux priorités essentielles. Les procédures réglementaires sont très, très exigeantes aujourd'hui et sans doute souvent mal connues du grand public. C'est-à-dire que pour construire un projet comme ça, il faut un permis de construire environnemental, ce qu'on appelle l'autorisation environnementale. Cette autorisation environnementale, on l'a obtenue sur le premier secteur, dans le sud, entre Compiègne et Noyon. C'est des dossiers extrêmement exigeants où on doit démontrer que l'on a suivi une démarche qu'on appelle la démarche ERC, éviter, réduire, compenser, éviter les impacts environnement, ça on le fait par le choix des tracés notamment, réduire les impacts, je vais y revenir notamment par rapport aux écologues, et quand on n'a pas pu ni éviter ni réduire, on doit compenser, on recrée des zones, des plantations, des zones humides, et on le recrée. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de les faire avant les impacts autant que possible, d'accord, au maximum. Alors, dans la partie réduire, c'est la façon dont on réalise le projet. Donc, en particulier, une mesure de réduction très importante, c'est qu'on ne peut pas déboiser entre
le 15 mars et le 15 septembre. C'est la période de nidification et on respecte cette période. Et donc, entre le 15 septembre et le 15 mars, on ne peut pas déboiser. Et on fait passer des écologues avant chaque déboisement de façon à identifier s'il y a des arbres remarquables. Alors, il y a énormément d'impacts faune-flore qui ont été faits avant, des inventaires très détaillés, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un chiroptère, une chauve-souris s'est établi, et donc il y a des écologues qui passent. Et donc, par exemple, sur le chantier en cours, il y a un écologue chaque jour de chantier qui veille au respect des autorisations environnementales et à réduire les impacts du chantier. Les mesures de réduction, c'est toutes les mesures de conduite du projet qui vont permettre de réduire les impacts. Dès qu'on va euh, toucher une mare, faire des pêches de sauvegarde, récupérer l'ensemble des batraciens, des poissons. Lorsqu'on va toucher un bout de rivière, pareil, faire des pêches de sauvegarde pour pouvoir déplacer la faune et la remettre dans un lieu propice à son développement. Alors, un exemple très concret, on avait sur le tracé une plante un peu particulière qui est la Véronique à écusson. Véronique à écusson, c'est une plante qui ne sort que quand les périodes sont humides, l'été. Et on avait sur les 18 km, grâce à tous les inventaires qui ont été faits pendant près d'une dizaine d'années, repéré une vingtaine de pieds. Donc les 20 pieds de Véronique à écusson qu'on a identifiés, lorsqu'ils sont sortis, on les a déplacés pour les remettre dans une zone qui avait été développée correspondant à leur biotope, à la façon dont ils se développaient. Et donc, ça a été une mesure vraiment importante pour préserver l'environnement. Pour la partie compensation, outre les premières plantations qu'on a fait à Bienville en 2017, on a continué en 2021 dans la Somme, mais également près d'une abbaye qui s'appelle Chéry-Ourscan. On a recréé des bras d'une rivière qui est l'Oise, qui était totalement ensablée. On les a recréés pour les remettre en connexion tel que le faisait la nature. On a refait des plantations et on a aussi fait des plantations avec une plante qui s'appelle l'ormelis, de façon à compenser les arbres qu'on allait couper lorsque les travaux commenceront. Donc l'ormelis, c'est une plante un peu particulière, c'est un arbre un peu particulier aussi en Picardie, hein, qui est aussi auquel on fait très attention en Picardie. Le problème, c'est que cet arbre très particulier, il n'y avait plus de pépiniéristes qui le faisaient. Et donc, on a trouvé un lycée qui est juste sur le tracé, qui s'appelle le lycée horticole de Ribécourt. Et avec les jeunes, on a redéveloppé des plants qui nous ont permis de replanter des milliers d'ormelis à côté du tracé, de façon à compenser les futurs impacts. Alors évidemment, quand on parle d'impact environnemental, il y a aussi une dimension qui est tout à fait clé, surtout quand on parle d'un projet de canal, c'est la question de l'eau. Dans la création d'un canal, c'est pas anodin en termes d'eau, et l'eau fait partie des priorités du projet, des enjeux les plus étudiés. Donc déjà, il faut résumer l'alimentation en eau du canal en 3 points importants. On a vraiment essayé de prendre en compte l'ensemble des aspects. Un, le canal est rempli par un prélèvement d'eau dans la rivière Oise. Il n'y a aucun prélèvement dans les nappes phréatiques, c'est uniquement un prélèvement dans la rivière Oise. Et à chaque écluse, ensuite, il y a une pompe qui permet de remonter l'eau dans le canal. Deuxième point, le canal, il est étanche. On a fait des tests, on a une double étanchéité, une couche, pour faire simple, d'argile, plus au-dessus une couche d'étanchéité, pour éviter les pertes au maximum. L'idée, c'est de mettre de l'eau et que ça consomme le moins possible. Troisième chose, pour que ça consomme le moins possible, c'est que le canal, en fait, on consomme de l'eau aux écluses. Quand on vide une écluse, on peut imaginer qu'on perd de l'eau puisque ça passe d'un niveau haut à un niveau bas. Alors, les écluses, les grandes écluses, ont ce qu'on appelle des bassins d'épargne, c'est qu'on met l'eau sur le côté et globalement, le circuit est presque un circuit fermé pour les 3/4, ce qui permet d'économiser de l'eau. Donc voilà, donc l'ensemble de ce schéma, prélèvement dans l'Oise et pas dans les nappes phréatiques, étanchéité haute performance, recyclage, permet de diminuer au maximum le prélèvement en eau. Donc ça, c'est vraiment le principe même. Après, la question d'aujourd'hui qu'on se pose tous, c'est le réchauffement climatique. Comment on répond aux enjeux du réchauffement climatique par rapport à cette alimentation en eau?
le principe a été qu'on ne puise de l'eau dans l'Oise que quand elle est dans des niveaux hauts. Et on le voit, le réchauffement climatique, c'est pas moins d'eau, c'est de l'eau différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, avec des périodes, d'ailleurs, on le vit en ce moment, là, en ce mois de novembre, avec des inondations terribles dans le Pas-de-Calais, avec des périodes très fortes d'eau, et après avec des périodes de sécheresse. Donc, le canal va prélever de l'eau dans l'Oise quand l'Oise le permet, quand il y a un niveau suffisant qui a été déterminé en lien avec les services instructeurs et avec l'ensemble de la connaissance qu'on a de la faune de ce cours d'eau. Cette eau est ensuite stockée. Il y a un réservoir qui est construit au nord de Péronne, donc au milieu du canal, qui permet, lorsque l'Oise ne permet pas d'avoir assez d'eau, en période de sécheresse, en période d'été, d'alimenter le canal en eau de façon à assurer la navigation. Donc l'idée, voilà, c'est comme faisaient nos anciens, on crée un stock d'eau pour ne pas préserver de l'eau dans l'Oise. Et donc l'ensemble de ce schéma, mais totalement transparent, puisqu'il est mis en enquête publique, et il vise à pouvoir répondre aux défis du changement climatique, et donc à créer un canal résilient au changement climatique. Alors, Jérôme Desaubry, notre entretien touche à sa fin. Mais avant de conclure, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message pour les personnes qui vous écoutent aujourd'hui? Eh bien, peut-être le dernier message, je pense que c'est peut-être le message que nous donne l'Europe, c'est que on peut faire des grandes infrastructures aujourd'hui, et de manière moderne, décarbonée, en respectant les territoires et l'environnement. Alors, ça se fait avec une vigilance de tous les jours, avec des valeurs humaines, avec une équipe, mais c'est possible. Mais il faut beaucoup de pédagogie, parce qu'aujourd'hui, en effet, les projets, qu'ils soient petits ou grands, sont sans doute mal connus, mal compris, ils sont très complexes. Et à nous de réussir à bien les faire comprendre, parce que notre priorité, c'est vraiment de pouvoir les faire dans le respect des hommes et dans le respect de l'environnement pour nos générations futures, pour répondre aussi aux défis du changement climatique et permettre d'avoir des transports décarbonés, fiables et sûrs. C'est parfait. Merci beaucoup, Jérôme Desaubry, de nous avoir consacré votre temps. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.